Chères internautatrices et internautateurs amateurs de papotage et autres petites discussions, bienvenue dans cette Tric Trac TV somme toute spéciale et particulière, car nous allons papoter avec un auteur de jeu et son éditeur ici présent, à savoir Monsieur François, qui est l'auteur de Quadropolis, qui est édité par Adrien, qui est le représentant de Days of Wonder. Comment allez-vous bien tous les deux? Très bien. Alors, on a fait deux petites Tric Trac TV en français, puis deux aussi pitoyables en anglais. Des belles parties. Mais bon, c'était le même principe. Des belles parties. Une petite Tric Trac TV où on a expliqué les règles de manière précise et quasi complète. On a fait une Tric Trac TV où on a joué pour montrer aux gens à quel point c'était facile de jouer à Quadropolis, mais pas simple, ou le contraire, c'était simple, mais pas facile de gagner. C'est ça un peu le truc. Et là, dans cette Tric Trac TV, on va un peu discuter de pourquoi, comment, parce qu'en fait, personne ne te connaît, tu sors de nulle part. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu sors de nulle part. C'est vrai. Au début, j'ai cru que c'était. C'est vrai, au début, j'ai cru que tu étais une nouvelle recrue de chez Days of Wonder. Exactement. Tiens, C'est pour dire. Tu bosses où? Service marketing, voilà. financier peut-être, je ne sais pas, mais voilà. Service voyage en fait. Voilà, c'est ça. Service voyage, compagnie Adrien. Bon, ça. Et donc, en fait, tu en es l'auteur et on va essayer de faire de ta connaissance un petit peu, de voir comment ça s'est passé avec le travail avec Days of Wonder, parce que chez Days of Wonder, ils ont une façon particulière de travailler l'édition du jeu, et puis de voir tout ce qu'on peut faire avec Quadropolis, parce que c'est un jeu, on peut le dire, qui est d'un aspect simple et pas simpliste, et qui permet, si le jeu fonctionne, et je crois qu'il va fonctionner, des tas de choses, et des choses auxquelles tu as déjà pensé. On est bien d'accord? Cette boîte, je vais la poser là. Donc on va commencer par le commencement. Dans la vie, tu n'es pas auteur de jeu. Non. On peut parler de ce que tu fais dans la vraie vie ou tu t'en Oui, c'est pas essentiel. Je travaille dans les services financiers et je suis consultant en fait auprès de banques ou d'organisations financières. On peut y aller, Regarde, j'ai fait exprès en fait. On est des gauchistes anti-capital. C'est l'inverse. Les gens pourraient dire maintenant, je connais un conseiller financier qui est sympa. Voilà. Donc tu aimes jouer avec les chiffres, la comptabilité, tous ces trucs-là? Oui, pas plus que ça, mais j'aime jouer surtout. Voilà. Ok. Et donc, tu es amateur de jeu depuis longtemps et tu t'es dit, je vais passer le cap de créer un jeu. Comment ça se passe? Oui, mais en fait, c'est un truc assez classique. Je pense que beaucoup de gens qui jouent, moi je joue beaucoup aux jeux de société, j'y rejoue depuis une douzaine d'années à peu près. Et en fait, je pense comme beaucoup de gens qui jouent, au bout d'un moment, tu te dis, tiens, ça me titille de faire quelque chose. Tu as une ou deux idées qui viennent. Moi, j'ai commencé à créer des jeux, beaucoup de prototypes très mauvais d'ailleurs aussi, forcément, quand on commence, il y a pas mal d'années. Et puis voilà, à force d'en faire, il y a celui-ci qui est arrivé et qui s'est développé et puis qui m'a plu, dans lequel j'ai cru et donc j'ai Tu l'as travaillé chez toi, tu l'as proposé à ta famille, puis après à des gens dans un club. Comment ça se passe? Eh ben en fait, c'est exactement ça. Alors pratiquement, c'est-à-dire que chez moi d'abord, tout seul avec moi-même, je le teste beaucoup en général quand j'essaie de concevoir des jeux, je vais assez loin, le plus loin possible tout seul. Pour voir vraiment si ça tient la route. Et quand je pense qu'il y a quelque chose qui marche, je le sors. Effectivement en famille et puis dans une boutique de jeux proche de chez moi, avec quelqu'un qui me à Paris. À Paris, ok. Avec un de mes vendeurs de jeux favoris à Paris qui me fait le plaisir à chaque fois de bien vouloir tester mes jeux. Et du coup, voilà. Puis ensuite, un cercle d'amis élargi. Et puis, assez rapidement, je trouvais que le truc marchait bien. Donc, je me suis permis de le présenter à Boulogne-Billancourt. À un concours. Exactement. Voilà. Et là, tu as été sélectionné, parce que ça se fait en plusieurs étapes. Le concours de Boulogne, hein, on envoie d'abord des prototypes, la règle, ils lisent les règles, ils se disent, tiens, ça a l'air plutôt intéressant. Et puis après, ils demandent un prototype. Puis après, s'il y a le prototype sélectionné ou pas. Puis quand c'est dans le carré final, enfin, il faut un jury. Il y a un jury qui va jouer, c'est ce qu'ils vont sélectionner. Et celui-là a conquis immédiatement l'esprit des membres du jury. Comme on le disait au tout début de la petite vidéo d'explication, le concours de Boulogne, une fois que les auteurs sont primés, en tout cas finalistes, il y a un week-end où les éditeurs peuvent venir et c'est là que Days of Wonder entre en jeu. Alors je disais, Days of Wonder a une petite façon de procéder qui n'est pas forcément la plus courante. Vous éditez très peu de jeux, vous n'êtes pas dans une espèce de course folle. Vous essayez de trouver un jeu et de le travailler sur le long terme le plus possible. Alors, des fois ça marche. Aventurier du rail, Small World, des fois ça marche pas, Cargo Noir, Cléopâtre, voilà. Alors on a, je pense comme tout éditeur, nos succès et nos échecs. Mais quand le succès est là, ça a été sur des jeux qui ont proposé des tas de déclinaisons, Aventurier du rail, Small World en sont deux exemples. Et c'est vrai qu'on se le disait entre deux prises, pour tout vous dire et rien ne vous cacher, on va manger ensemble entre deux tournages, on mange un bon burger bacon saignant et on papote et on se disait à point, nous saignant, et on se disait qu'effectivement la mécanique principale du jeu, celle qui consiste à poser une tuile pour aller choisir un élément et le poser avec l'implication du numéro de la tuile sur un petit plateau, qu'il se trouve que vous avez choisi la ville à construire, ce qui parle à
tout le monde. C'est-à-dire que ce principe-là, il y a 30 ans, ça aurait parlé à peu de monde, mais il n'y a pas une personne de moins de 40 ans qui ne connaît pas SimCity. Voilà, je pense que donc, chez Days, ce qu'on a aimé justement, c'est ça, c'est qu'on a vu le jeu, la mécanique est extrêmement simple et fluide, et c'est rapide, on joue en un peu moins d'une heure, et il y a 16 coups, c'est rapide. Et derrière, je pense, moi ça m'a beaucoup parlé parce que moi j'ai joué à plein de versions de SimCity, et je trouve qu'un jeu de city building, ça fait beaucoup de sens au niveau thématique. Alors, quand tu fais ta ville, tu comprends bien que tes parcs ils seront plus intéressants à côté d'un immeuble qu'à côté d'une usine. Si tu trouves que c'est très agréable à travailler par rapport à ça, quoi. Ça déjà, c'est la fameuse courbe d'apprentissage. Est-ce que ça, tu l'avais mentalisé, verbalisé au départ, cette courbe, ou c'est du hasard? Alors, je pense qu'il n'y a pas de hasard vraiment, mais je pense qu'en effet, j'espère que c'est le cas pour pas mal de gens, en fait, tu es aussi parfois dépassé ou surpris par ce que tu fais. C'est-à-dire que tu penses que ça va marcher, il y a une logique, et puis la logique se révèle, et puis quand tu joues, tu t'aperçois qu'elle tient le coup, et puis quand tu la développes, elle marche. Et effectivement, moi, c'est en tout cas le thème de la ville, moi je partage ce que dit Adrien, c'est que moi j'ai toujours été attiré par ça, l'urbanisme, je trouve ça intéressant. Et effectivement, les logiques de combinaison de bâtiments, elles sont imposées très vite. En fait, les fondamentaux du jeu, pour moi, ils ont été là très très vite. Après, c'est du réglage, beaucoup de travail, beaucoup de réglage. L'équilibrage des points que tu gagnes. Mais les aspects thématiques, les logiques de dire les choses qui scorent en fonction de la hauteur, les choses qui scorent en fonction de l'endroit où elles sont, etc. Et on trouve très vite la thématique, et je trouve que du coup, ça ouvre énormément de possibilités tout de suite, quoi. Il n'y a pas beaucoup, il y a que 6 types de bâtiments, en fait, donc c'est pas énorme, quoi. Il y a 6 types de bâtiments, et toute la richesse vient dans la combinaison des 6 types, quoi. Mais, Je tiens à souligner aussi particulièrement dans le développement et cet esprit, les graphismes que vous avez mis qui, je trouve, sont extrêmement bien choisis parce qu'ils ne sont pas rêches, c'est-à-dire qu'ils sont, on va dire, casual, ils sont assez plaisants, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir on aurait pu avoir quelque chose de plus réaliste. Voilà, plus réaliste ou plus rude en termes de gestion. Ouais, je pense que là, l'idée, c'est qu'on a vraiment bossé sur ce côté très iconographique et facile à lire, même de loin. C'est-à-dire que moi, je vois ta ville là-bas, je sais ce que tu as exactement. Je n'ai pas besoin de me bien pencher. Les bâtiments, alors, attends, je vais peut-être faire un petit zoom, mais je pense que les graphismes aident à ce que le jeu ne paraisse pas super rêche et ne demande pas, tu vois, c'est pas un jeu de comptable, on le voit tout de suite quand on regarde les petits dessins des manuels. C'est une lecture quasi immédiate en fait. Une lecture du jeu est quasi immédiate. Je vois la ville de François, je sais quasiment évaluer son score rapidement, quoi. Et donc, partant de là, on se le disait tout à l'heure, vous avez la base qui fonctionne comme un peu les aventuriers du rail standard sur la carte américaine, parce que pour nous, l'Amérique, c'est le pays du rail au départ qui s'est développé comme ça. Là, on se disait, après, on peut coller n'importe quoi. Alors peut-être pas tout à fait n'importe quoi. Déjà, c'est important de rappeler que la boîte de base, si j'ose dire, va venir avec 2 modes de jeu quand même. Et je pense que c'est très important parce qu'on parlait des 6 bâtiments de base. Moi aussi, quand j'ai conçu le jeu, j'avais envie d'en mettre plus. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite dans les tests que avoir à gérer 8 bâtiments différents dans une partie, je voulais que le jeu soit accessible. Donc en fait, ce qu'on a gardé, qui était présent dans le prototype avec Adrien, c'est l'idée du mode classique et puis un mode expert. Mais ça a été une vraie question parce que quand effectivement on a commencé à jouer au jeu et on s'est dit il y a ces 2 modes de jeu qui partagent une base commune mais qui ont beaucoup de différences, on s'est dit finalement pourquoi ne pas éditer que la version basique si tu veux, et dire le mode expert on le garde peut-être pour une extension. Finalement, qu'est-ce que rajoute le mode expert en termes de matériel? Une 25 tuiles. Le fait d'avoir tes plateaux, tes helpers recto verso, donc ça c'est pas grand chose. Donc on s'est dit à un moment donné, les 2 versions sont bien, donc autant l'intégrer directement dedans, avoir cette variante effectivement classique qui est un peu d'introduction, un mode expert qui est une sorte de mode étendu. Mais moi j'ai fait un bon paquet de parties. Je reviens en mode classique avec plaisir parce que les contraintes sont un peu différentes et finalement, même si c'est le même jeu, j'ai des feelings un peu différents entre les deux. Et donc, puis, ça fait aussi une des forces, à mon avis, du jeu, c'est que la mécanique, quand tu vas jouer avec tes potes du vendredi soir, qui sont des types qui mettent 10 minutes à choisir leur coup, tu as donc un vrai jeu pour jouer avec eux en mode expert, mais tu as aussi ce plaisir que tu vas avoir à prendre cette boîte et pouvoir initier n'importe qui. Parce que franchement, la règle, elle est super simple. Je vois pas qui ne peut pas comprendre. Nous, on l'a vu sur pas mal de salons où on présente les jeux, par exemple Paris Ludique, choses comme ça, avoir des gens qui jouent sur le mode classique et même avec des enfants assez jeunes. Alors, typiquement, la famille, tu vois, 2 parents et puis un fils ou une fille qui a 8-9 ans et il joue. Et beaucoup de gens, effectivement, finir la partie et il y a le mode expert et vouloir maintenant faire une partie du mode expert, tout de suite après, tu vois. Donc là, on est parti donc, sur la sélection d'un certain nombre de bâtiments, clairs, simples, précis. Il y a des extensions qui arrivent. On a vu qu'en fait, il y avait plein de possibilités. Oui, alors en fait, on a beaucoup d'idées avec Adrien sur le sujet. Moi, j'avais beaucoup d'idées aussi dans le prototype initial que j'ai, Dieu merci, laissé de côté. Il faut beaucoup élaguer parce que sinon, on fait des jeux très compliqués. Et ce n'était pas l'objectif, c'est que la mécanique soit simple. Mais c'est vrai qu'on voit bien assez vite qu'on peut faire des choses dans 2-3 directions. La première, c'est d'ajouter encore des types de bâtiments.
ou de remplacer certains types de bâtiments, ou faire ce qu'on commence à avoir comme idée, c'est il y a des bâtiments aujourd'hui qui sont tous génériques, et de dire qu'en fait, dans une catégorie de bâtiments génériques, on va les spécifier pour leur donner encore plus de thématiques, encore plus de finesse de placement, et du coup encore approfondir l'expérience de jeu. Donc sur la même base, effectivement, il y a des idées quand même de… C'est-à-dire que là, vous êtes déjà en train de travailler sur des extensions ou des rajouts? Ouais, on ne travaille pas de manière forcenée, mais on essaie des trucs, on réfléchit à des choses, parce que bon, on ne veut pas non plus s'investir trop tant qu'on n'a pas effectivement un peu les résultats de comment le jeu va fonctionner. Mais c'est vrai qu'on a commencé à tester des trucs sur le fait, on disait à table d'abord, là on a des services publics qui sont génériques, pourquoi on n'aurait pas du coup la place, la caserne de pompiers, l'hôpital, la mairie, la tour télé, un truc comme ça, ce qui vont amener justement des petits moyens de scorer un peu différents, des petits twists. Et encore, je trouve ce qui est intéressant, c'est toutes ces idées qui vont au niveau du choix de ta tuile te donner cette impression de possibilité de dire il n'y a pas un bâtiment qui m'intéresse, il y en a 7. Et quelle priorité je donne à ces bâtiments, tu vois. Donc plus tu vas avoir des bâtiments intéressants et différents sur ton choix, et plus tu vas dire ah ouais mais celui-là avant, celui-là je peux temporiser, celui-là va revenir après. Donc je pense que ouvrir les choix comme ça c'est assez intéressant. Et encore une fois, le thème de la ville fait que tu sors et tu ah ouais mais je pourrais mettre une boulangerie, ah bah tiens pourquoi je ne mettrais pas un relais satellite. Tout le monde le comprend instantanément. Voilà. Parce qu'on se le disait, on pourrait très bien faire Quadropolis Star Wars où tu développes ta base lunaire ou je sais pas ce que tu veux, mais c'est évidemment moins évident l'intérêt d'une base secondaire de machin, de trucs de l'espace que la mairie ou les pompiers. On comprend tout de suite. Non, mais c'est ça, c'est l'universalité, je pense, du thème qui rend en plus, d'une certaine façon aussi pour le designer, une certaine facilité dans le développement parce qu'en fait, on trouve très vite des correspondances mécaniques thématiques. Et je trouve que du coup, et si elles marchent bien, c'est parce qu'elles sont universelles en fait. Les petites extensions goodies spécial Cannes, etc. Le coût des boutiques. Voilà, tu fais un goodies. Voilà, juste pour faire des petites tuiles qui remplacent les parcs où il n'y a pas grand-chose ou quoi. Voilà, bien là, justement, et d'un seul coup, ça peut prendre de l'intérêt avec la tuile, l'officine trick-track qui va marquer des points. C'est ce qui est marrant quand on a effectivement, quand on était justement à la production, où on s'est rendu compte qu'il nous manquait effectivement, qu'on avait 5 espaces en trop sur les punchboards. On s'est dit quoi ajouter pour 5 tuiles et rapidement on s'est dit ah bah tiens des petits parcs qui fonctionneraient un peu différemment. Donc en fait l'idée des squares c'est que les squares viennent avec un habitant. D'accord. Mais par contre, ne permettent pas d'absorber de la pollution. Tu vois, et en fait, du coup, tu en as un par manche et ça donne un petit jeu supplémentaire. Et la logique, elle est là. J'ai un petit square qui, du coup, il y a plus d'habitants à cause du square. Donc, la thématique, il y a plein de petites thématiques comme ça qu'on peut avoir. Et du coup, qu'est-ce qui fait que vous allez vous lancer de manière sérieuse et vraiment dans l'extension? Ça va être l'observation de l'implantation et des ventes, c'est quoi? Des retours? Ouais, c'est ça. Il faut quoi maintenant dans l'industrie actuelle et chez des vendeurs en particulier? C'est quoi? C'est 5000 boîtes, 10 000 boîtes? Non, nous, c'est plus que ça, parce qu'on est sur des tirages qui vont déjà sur 20 000, 30 000 dans le monde. Parce que là, c'est monde. Voilà, parce 20 000, 30 000, c'est le monde. Là, on partait sur un tirage de 30 000. Ouais, c'est ça. France, États-Unis, Angleterre, Allemagne. États-Unis, on fait 9 langues, parce qu'on a réussi comme le jeu, on l'a en développement depuis plus d'1 an, on a réussi à le montrer à des distributeurs polonais, italiens, ainsi de suite. Donc, le jeu sort en 9 langues directement. On va voir comment ça se passe. On a eu des très très bons retours de gens qui ont joué, que ce soit Paris Ludique à Cannes. On avait le proto à Cannes l'an dernier. Il y a déjà un an, on avait le proto. Moi, j'étais avec un proto sous le bras à la BSG Con en novembre. On avait la Gen Con cet été. Donc, on a des très très bons retours sur des gens qui jouent et qui ont envie d'y rejouer. Mais au-delà de ça, c'est quoi qui va déclencher? C'est si les 30 000 sont partis un peu avant? Si l'implantation elle est de la moitié dès le départ? Tu sais que ça va dépendre du temps que tu… quel est le temps entre tu fais ton premier tirage, on va dire, et puis tu as besoin d'en déclencher un second. D'accord. Tu vois, si tu bout de 6 mois, 1 an, tu refais un second tirage, c'est que ton jeu, tu es capable d'en placer 30 000 sur une première année. Donc c'est bon. Donc tu enclenches une sorte de dynamique. Donc là, et une extension, tu vas le soutenir. Donc une extension, tu vas tirer forcément un tirage plus faible. La moitié en général. La moitié, c'est 15 000 à peu près. Donc voilà, après, si le jeu, effectivement, n'arrive pas à trouver sa place, ce que je ne souhaite pas, on fera autre chose. Peut-être François le souhaite, je sais pas. On y réfléchira, mais non, je crois pas. Nous, on y croit. Enfin, on aime beaucoup de jeux chez nous, donc on se plaît en tout cas à s'amuser, à penser à d'autres choses, à faire un peu des plans sur la comète, on va dire. On verra si ça vient ou pas, mais bon, on va être derrière dans tous les cas, c'est clair. Alors François, quand on fait sa démo de proto pendant le week-end du CNJ et qu'un éditeur comme Des Vendeurs arrive, ça se passe comment? Écoute, faut être très honnête et très modeste, c'est un peu un truc rêvé. Donc, alors c'est rigolo parce que moi, c'est pas de la forfante, c'est pas pour flatter Adrien, etc. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai recommencé à jouer, un peu comme tout le monde, peut-être dans les années 2005, etc.
on tombait beaucoup sur les jeux des of Wonder. Il y avait moins d'éditeurs qui faisaient des jeux comme ça, de qualité. J'ai beaucoup joué aux Aventuriers du Rail avec ma fille, ma femme, etc. Et c'est vrai que quand on est auteur, amateur, qu'on fait ça à son temps libre, même avec beaucoup de passion, avoir la chance de dire que ça intéresse des of Wonder, c'est extraordinaire, il faut reconnaître. C'est les premiers à t'avoir approché ou il y en a eu d'autres? Écoute, il se trouve qu'il y en a eu beaucoup ce jour-là, ce qui était un peu, c'était surprenant et très agréable pour moi, mais surprenant en tout cas, oui, un peu inattendu. Mais c'est vrai que voilà, quand il y a des of Wonder, ça évoque une petite, non pas un souvenir d'enfance, mais un souvenir de redémarrage dans le jeu. C'est quand même inespéré, donc je sais que j'ai beaucoup de chance et j'en suis très heureux. Tu n'avais aucune expérience dans le monde, avec le monde de l'édition pour de vrai. Alors, ça s'est passé comment? Tu as ressenti ça comment? C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui prennent le bébé et puis qui le travaillent avec de temps en temps des allers-retours vers l'auteur, mais ça arrive que il y a tellement de changements qu'on ne retrouve plus le bébé. Là, ça s'est passé comment? Écoute, franchement, moi, c'est une des choses qui m'a séduite aussi dans la discussion qu'on a eue avec Adrien, parce que d'abord, j'allais dire des of Wonder, ça se refuse pas, mais quand même, tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Et en fait, je pense qu'on a été très vite. J'ai été tout de suite rassuré sur le fait que la thématique que j'avais choisie, cette thématique universelle de la ville, restait, qu'on était sur des fondamentaux qui allaient être d'un jeu accessible, grand public, mais smart, autant que possible. Et donc, ensuite, effectivement, ça s'est très bien passé parce que d'abord, Adrien et les équipes m'ont associé comme il le fallait sur des choses, sur des équilibrages, des parties de test, des points qu'on a revus sur un certain nombre de points de règle par rapport au proto. Et donc pour moi, je trouvais ça extrêmement agréable parce que voilà, être considéré dans le développement du jeu. Et puis après, évidemment, il y a leurs prérogatives, et leur savoir-faire. Et puis c'est des choses tout à fait. On l'a beaucoup travaillé pas sur les fondamentaux qui étaient déjà là, qui étaient déjà extrêmement solides et à mon avis indestructibles. On l'a travaillé pas mal sur ces 5% ou 10% tu vois, que tu as sur la fin et sur des équilibrages, comme disait François, c'est-à-dire on était là, tel bâtiment, son échelle de score c'est ça, tiens si on l'augmente un petit peu, qu'est-ce que ça donne? Mais oui, mais du coup ça déséquilibre cette autre échelle de score-là. C'est vraiment sur ces petits trucs, et c'était vraiment très intéressant parce que du coup on enchaînait des parties et puis à une époque on prenait les fiches de score du proto et moi je les rentrais dans un fichier Excel, tu vois, et puis on regardait, voilà, là il y a quand même 25% des points de victoire de telle partie qui vient de tel type de bâtiment, quoi. Donc, et on regardait, on prenait des photos des villes, on analysait, on faisait aussi des trucs tout bêtes, c'est qu'on prenait le proto comme ça, on les mettait vierges et on se mettait les tuiles au milieu et on essayait de se faire la meilleure ville possible comme ça, tu vois. Pour regarder jusqu'où on montait en termes de score, en équipe. Donc on a fait des sessions de tests plutôt rigolotes. Et puis les sessions, notamment, je me rappelle, où on s'est demandé effectivement qu'est-ce qu'il fallait enlever. Les comptages de tuiles. Ouais, c'est-à-dire que comme il y a moins de tuiles à 2 joueurs qu'il y en a à 3 joueurs, qu'il y en a à 4 joueurs, et comme l'équilibre des tuiles change en version expert, on s'est fait des tableaux au Velleda, si tu veux, au bureau, avec chaque fois, alors on est à 2 joueurs en mode expert, combien on a d'énergie, combien on a de parcs et tout. Et on s'est pris, mais on a passé une après-midi à se prendre la tête sur il ne faut pas enlever tel bâtiment parce que du coup, cette stratégie-là ne marche plus, ainsi de suite. Donc c'était vraiment très rigolo. C'est au millimètre. Oui, ah oui, je pense que là on a bossé au millimètre. Il y a une chose importante sur laquelle Adrien et les équipes ont insisté, et là c'est vrai effectivement que quand on peut se contenter quand on fait le proto en amateur, si j'ose dire c'est bien, mais en fait il faut que ce soit très bien. Oui. Et par exemple le premier joueur, le fait d'avoir la possibilité de le récupérer avec une tuile, c'est quelque chose qui n'était pas dans mon proto. Dans mon proto au départ chacun jouait à son tour, oui mais c'était déséquilibré, à 4 joueurs il y en a un qui jouait plusieurs fois premier. On a réfléchi, on a cherché des idées, en fait on a trouvé le truc le plus élégant, c'est une tuile qu'il donne. Et du coup tu as le choix ou tu n'as pas le choix, tu fais, mais du coup on redonne le choix aux joueurs. Donc c'est des petites choses comme ça, mais effectivement c'était c'est toujours pareil, tu as toujours ce lien entre le game design et la production, tu vois, combien de meeples on aura dans la boîte au final, quel impact sur le prix du jeu. Donc il y a eu pas mal, c'était super chouette de travailler avec François. Je voudrais venir sur un petit détail qui est amusant à évoquer là. Il se dit, en caricaturant, que pour être édité, il faut s'appeler Bruno Cathala ou être un copain de Bruno Cathala. Donc c'est très difficile. Toi, tu sors de nulle part. Ah ouais. Hein, et là, c'est pas ton beau-frère? Non, c'est pas mon beau-frère, Bruno. Et donc, je crois pas. Enfin, je suis pas au courant. Pour briser net ce genre de fantasme, comment ça se passe pour sélectionner les jeux ces vendeurs? Là, c'est la preuve flagrante que, en fait, la personne qui vous propose le jeu n'a quasiment pas d'importance, si ce n'est que, évidemment, il y a l'empathie. Si, quand vous asseyez à la table, si la personne qui vous montre le prototype au CNJ a un jeu génial, mais ressemble à quelqu'un d'exécrable et de pas contrôlable, vous n'allez pas le faire. Mais ça aussi, ça fait partie des fondamentaux de sélection et des choix. C'est-à-dire que la personnalité qui présente le proto est importante. Mais vous, chez les vendeurs, quand vous vous arrêtez sur un jeu comme ça, c'est quoi qui vous motive? C'est le potentiel? C'est quoi? Juste pour faire la relation de ce que tu dis, un éditeur, s'il connaît l'auteur, il est toujours plus enclin de travailler avec lui parce qu'il le connaît bien. Et une relation auteur-éditeur, c'est vraiment une relation de confiance. Et si tu sais que tel auteur, tu travailles très bien avec lui,
tu sais que ça va être plus simple à tous les niveaux. Ce qui n'empêche pas. C'est pas tant du copinage. Non. C'est de l'empathie. C'est de la relation de travail sociale. entre deux professionnels. Voilà, Vraiment. Tu as des auteurs qui sont connus, comme Bruno Catala et d'autres, qui sont des professionnels. Et ils ont une manière de gérer leur relation de travail avec les éditeurs qui fait qu'en tant qu'éditeur, tu sais que ça va être plus facile. Voilà. Après, nous, on a eu plusieurs cas. C'est le cas de François, c'est le cas de Matthew Dunstan qui avait fait Relic Runner chez nous. On voit de tas d'autres jeux qui ne sont pas par des auteurs qui sont déjà connus dans le Landerneau. Mais voilà, c'est aussi, on prend ce petit pari, dire ah, c'est quelqu'un de nouveau, il a l'air effectivement plutôt sympa. Encore une fois, si le mec arrive et n'est pas sympa, et n'est pas souriant et ne monte pas les gages, c'est toujours pareil. Hein. On a des fois rendez-vous, les mecs qui se pointent, ils font bonjour, je vous signale que mon jeu est déposé à l'INPI, je vous le montre, mais je vous montre que les règles et vous pourrez jouer au proto que si vous me signez une lettre comme quoi vous ne le piquez pas. Tu sais que tout de suite, ça va pas être simple. Voilà. Donc, tu vois, voilà. Donc, quand tu as des gens qui sont comme l'a été François, comme l'a été Mathieu, très ouvert et engageant, tu sais que ça va être simple et tu sais que ça sera bien. Donc François, on a cru autant, si tu veux, à ce jeu-là que la relation qu'on aurait avec François. Et ça s'est super bien passé. Tout le développement, ça a été que des échanges. Et quand il n'était pas d'accord avec un truc, il nous disait je suis pas d'accord parce que pour ça, et il nous l'expliquait. Et puis quand il était d'accord, il nous disait d'accord. Et nous pareil. Donc ça, voilà. Donc c'est une sorte de petit pari quand même. Et quand tu t'arrêtes sur un proto comme ça et que tu joues, qu'est-ce qui fait que tu te dis ça c'est bon, ça va nous intéresser, ça rate, ça va marcher, rentrer dans nos gammes et on va travailler dessus, parce que je me souviens que tu as commencé à nous en parler nous il y a quasiment un an pour dire bon on va commencer à communiquer, faut commencer tu nous l'as fait essayer en prototype, je me souviens que tu avais noté le résultat de la partie. Voilà, donc il y a un moment donné c'est très engageant. Alors qu'est-ce qui fait que quand tu vois un jeu comme ça, Alors moi le premier truc c'est déjà, si c'est moi qui le teste, c'est mon plaisir personnel. C'est-à-dire que vraiment la première impression, quand tu rentres dans un jeu, tu finis la partie, tu as envie d'en refaire une autre, tu as envie de le ramener au bureau et dire hey, les gars, il faut jouer à ça. Quoi. Donc tu vois, ce petit côté très. C'est égocentré dès le départ. C'est pas contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le mec qui voit là, il se dit il y a une usine à pognon. C'est vraiment. Tu te fais plaisir. C'est sur du personnel. Et derrière, il y a un filtre qui effectivement, que j'arrive pas à décrire, mais que j'arrive à imaginer ce jeu-là dans notre gamme, parce que en termes de format, de mécanique, ça va rentrer avec ce que des offrondeurs ont envie de proposer. Et des fois, on voit des jeux, on fait ouais, ça c'est vraiment l'éclat total. Et on se dit ouais, mais bon, est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que c'est pas un jeu peut-être qui nous on aime faire des jeux dans des grosses boîtes parce que c'est le format pour lequel on est reconnu. Donc c'est bon, on se pose toutes ces questions quoi. Mais la première chose, c'est le plaisir. Et après, ça va être effectivement, est-ce que ça rentre dans notre gamme? Est-ce que on aime bien faire des choses différentes? Est-ce que c'est un thème qu'on n'a pas déjà eu par exemple? Si on me dit, maintenant aujourd'hui, ce jeu, c'est obligé que ce soit un jeu sur le train, par exemple, sur le réseau ferré aux États-Unis, ça va être un problème. J'ai pas envie de mettre un autre jeu de train dans ma gamme. Oui, évidemment. J'ai pas envie de mettre un autre jeu sur la Seconde Guerre mondiale dans notre gamme. Donc il y a la thématique. Il y a pareil, les mécaniques, je pense que c'est bien d'avoir des mécaniques qui changent un peu d'un jeu à l'autre. Donc là, si demain quelqu'un vient et puis montre un jeu où on va prendre des tuiles sur un plateau central pour les mettre chez lui, même si c'est un thème sur les hommes préhistoriques, ça va être un problème. Donc c'est un peu des filtres techniques, on va dire. Et puis après, une fois qu'on a joué entre nous, on montre un peu à droite à gauche, et puis après on prend une décision. Donc il y a un peu de temps, souvent ce que les auteurs ont un peu du mal à comprendre, c'est pourquoi j'ai pas une réponse dans les jours ou les semaines à venir. Parce que ça prend un peu de temps, on fait qu'un jeu par an, on peut très bien en faire 2 une année si on a envie, ou 3, on verra, mais il ne faut pas qu'on se rate sur le choix du jeu. Quoi. Bien sûr, c'est un gros investissement. Ça nous arrive, on a du jeu effectivement, Cargo Noir, Relic Runner et d'autres ont été des échecs commercialement, même si je crois en la qualité des jeux. Voilà, heureusement, on a Aventuré du Rail qui nous permet que la boîte tourne. Mais quand on se plante, c'est du temps passé, c'est beaucoup d'efforts qui ne sont pas récompensés, donc c'est dommage. Donc on essaye de donner les garanties. Quoi. Bon, c'est Quadropolis qui va arriver là, on va dire fin février 2016. 6 février dans les boutiques. Ouais. 45 €, un jeu de François Gandon. Est-ce que tu as, donc déjà, toi, tu as déjà un peu plus travaillé peut-être sur les extensions, des trucs que tu as envie de mettre dedans. Il y a un calendrier prévu? Non, pas prévu, je ne savais pas. Ça va dépendre du succès. Hein. Si le succès est au rendez-vous, moi je suis quasiment prêt à sortir une extension cette année. Hein. Je suis prêt, moi. Je suis prêt, moi. Edson nous l'a fait une extension. Et tu as d'autres projets? Oui, il y en a d'autres. Après, effectivement, je pense que c'est une frustration de ne pas avoir assez de temps, mais il y a aussi la vie professionnelle. Donc, j'essaye de développer plein d'autres choses. J'ai pas mal de prototypes en cours, mais voilà, j'ai encore besoin d'affiner des choses, donc je préfère prendre mon temps. Tu passeras encore par le concours de Boulogne ou tu... Je trouve que les concours, c'est bien, ou les festivals, etc. On verra au fur et à mesure. Je ferai au fur et à mesure. Quand je serai sûr d'avoir un truc bien, je trouverai une voie. J'essaierai de trouver une voie pour le présenter. Tu seras à Cannes?
Oui. au Festival des Jeux Évidemment. internationaux de Voilà, il sera à Cannes. Cannes, Évidemment. Sabrina sera là. Sabrina, Miranda donc on sera pourra à passer vous Cannes. voir, faire un petit coucou. Enfin, un coucou, une petite dédicace dans la boîte Ok. si vous voulez. On sera là avec plaisir. En Nickel. anglais. En anglais, la dédicace. En anglais, la dédicace, ça c'est sûr, oui, parce qu'on a tourné en anglais tout à l'heure, c'était pas folichon. Enfin bon, c'en est. C'était très bien. Ouais, je sais pas si on va la mettre, Si. parce que Adrien Oh, a si. gagné. Ah oui, peut-être. Tu vois Non, t'as raison. Moi, j'aime bien la française, Voilà. moi. J'ai bien aimé. Merci Adrien d'être venu jusqu'à là pour ce petit papotage, ces explications et cette partie. Merci François, heureux d'avoir fait ta connaissance. Merci à toi. En souhaitant que du bien pour ce jeu, parce que vraiment, je trouve que c'est les jeux dont on a besoin à l'heure actuelle, c'est-à-dire ces jeux à double détente, voire plus, puisqu'il y a 2 niveaux déjà de base, et tu peux la jouer comme on l'a fait rapidement, pour réfléchir, et je trouve que c'est ce dont on a besoin à l'heure actuelle, revenir à l'essence, Essentiel, tu ouais. fais un truc à ton tour, et non pas 45 bricoles qui vont déclencher des ressources et des sous-ressources. Merci à vous deux, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. On va Merci. regarder- On va regarder ça là directement dans l'objectif et dire Au revoir. Generike.